Je remercie Madame Aimé et donc le comité scientifique de cette invitation, de leur invitation donc à parler du dépistage néonatal, donc des maladies rares. Et donc je vais présenter en même temps et d'emblée les animateurs et les participants à cette table ronde. Donc Madame Catherine Rumeau-Pichon, qui est directrice du service d'évaluation médico-économique et de santé publique à la HAS. Un petit signe peut-être, enfin vous avez, oui, pardon. Madame Clotilde Mallard, qui est directrice générale de l'association Vaincre la mucoviscidose. Monsieur Antoine Bernasconi, qui est directeur Europe de Orphan Europe. Et à ce titre intéressé par les prises en charge des maladies rares, incluant les maladies métaboliques au plan thérapeutique, et M. François Feuillet, donc, qui est mon collègue professeur de pédiatrie, responsable coordonnateur du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme à Nancy. Et j'ai peut-être un tout petit peu volé la parole à M. Pérez, qui est donc journaliste et animateur. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis un peu un habitué de vos réunions et je suis très content d'être là pour animer des débats. J'espère qu'on va progresser. Et j'ai bien peur qu'on arrive à la même conclusion que tout à l'heure de la précédente table ronde qui consistait à dire tout reste à faire. Alors, je vais vous redonner volontiers le micro, Monsieur Rémi Coutan. Vous allez nous faire un état des lieux du dépistage néonatal. Et puis ensuite... alors, j'ai bien peur que nous soyons très, très contraints par le temps parce que nous n'avons que 45 minutes, tout compris, sachant qu'il y a la pause et il y a la ministre. Et vous savez que les ministres n'aiment pas attendre, donc il faudra libérer, il faudra être tout à fait à l'heure. Donc, une de mes fonctions, ça consistera également à être le gardien des horloges. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes. Merci. Très bien, je vous remercie. Donc moi, je suis Régis Coutan, je suis invité au titre de la présidence de la Société française de dépistage néonatal et je suis pédiatre à Angers. Et j'en profite pour remercier le professeur Michel Rousset, qui est le président de l'AFDPHE, Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant, qui est aujourd'hui l'opérateur associatif du dépistage sur notre territoire. Je me suis permis d'adjoindre aussi les logos des associations des patients correspondant aux maladies qui sont aujourd'hui dépistées. Donc un tout petit peu d'histoire du dépistage, puisque l'histoire du dépistage est une histoire qui remonte, vous voyez, à une cinquantaine d'années, puisque la première mise au point du dépistage, ça a été ce qu'on appelle, et qu'on appelle aujourd'hui encore le test de Guthrie, qui correspondait en fait à une méthode de dépistage sur buvard à partir d'une goutte de sang d'une maladie métabolique qui est donc la phénylcétonurie, et que ce dépistage néonatal, par les mesures thérapeutiques appropriées qui permettaient d'introduire dès la période néonatale, a permis d'éviter l'arriération mentale qui était la conséquence de cette maladie lorsqu'elle était diagnostiquée tardivement. Les grands principes du dépistage, aujourd'hui du dépistage néonatal dit de masse, ont été établis là aussi dans les années, vous voyez, un petit peu avant les années 70, par Wilson et Jungner et endossés par l'OMS. Donc il y a effectivement des critères assez précis pour s'adresser, en fait, pour correspondre à un dépistage néonatal de masse. Toutes les maladies ne s'y prêtent pas. L'histoire, un petit peu, pour expliquer où on en est aujourd'hui, c'est que ça s'est fait au départ sur un mode de volonté personnelle, sur des motivations d'un petit nombre de personnes. Tout d'abord, un laboratoire spécialisé qui a donc mis à disposition ces techniques de laboratoire pour la mise en place du premier dépistage donc, de la phénylcétonurie, en associant donc un binôme biologiste et pédiatre. La deuxième phase qui remonte, donc, vous voyez, aux années 70, c'est la généralisation progressive sur toute la France avec une organisation nationale et des objectifs donc, de généralisation et de couverture nationale, la mise en place de techniques de dépistage qui étaient fiables, la prise en charge systématique de tous les malades qui étaient repérés et associée à un processus de contrôle de qualité, donc d'une évaluation de toutes les étapes du programme.
Et enfin, cette démarche de dépistage a été reconnue par la CNAM-TS et financée par la CNAM-TS au moyen d'une convention bipartite. La FDPHE, qui est l'association donc française nationale qui fédère l'ensemble des associations régionales, vous voyez, s'est constituée entre 1972 et 1975. À partir de la phénylcétonurie, après la phénylcétonurie, d'autres maladies de dépistage néonatal ont pu être dépistées. Ça a été le cas de l'hypothyroïdie congénitale en 1978, de la drépanocytose d'abord dans les DROM et les COM en 85, puis en métropole en 95, de l'hyperplasie congénitale des surrénales en 95 et de la mucoviscidose en 2002. Actuellement, donc c'est un buvard, le principe de ce dépistage biologique se fait à partir d'un prélèvement de sang sur buvard, c'est fait à J3 chez tous les nouveau-nés. Et aujourd'hui, on peut dire que depuis 1972, il y a 23 724 enfants malades qui ont été repérés, toutes ces maladies confondues, ce qui représente un nouveau-né sur 830. Et vous voyez un rapport annuel de dépistage pour l'année 96 pour la FDPHE. Ces rapports sont donc produits chaque année et publics. La phénylcétonurie, c'est une maladie, un petit mot des maladies rares dépistées. La fréquence est de 1 pour 15 800. La fréquence que je vous présente ici est celle qui a été établie précisément à partir des cartes du dépistage et de l'activité donc des associations régionales et de la FDPHE entre 1972 et 2015. La phénylcétonurie, c'est une maladie qui s'associe à une impossibilité à métaboliser un acide aminé, la phénylalanine, et cette impossibilité à le métaboliser entraîne une toxicité pour le système nerveux central responsable de retard mental irréversible. Un régime alimentaire précoce va prévenir le retard mental et la prise en charge des enfants atteints de phénylcétonurie est aujourd'hui organisée par les filières des maladies rares. L'hypothyroïdie congénitale, dont la fréquence est de 1 pour 3280, là aussi, fréquence établie à partir des données du dépistage national 1978-2015. Et bien là encore, diagnostic tardif égale retard mental, diagnostic précoce avant 15 jours, égale possibilité d'administrer les hormones manquantes, c'est-à-dire les hormones thyroïdiennes, et les hormones thyroïdiennes vont prévenir le retard mental, prise en charge organisée par les filières des maladies rares. La drépanocytose est une maladie du globule rouge qui se déforme et se détruit, qui va être responsable d'anémie, d'accidents vasculaires, d'infections et de décès. Et là aussi, la prise en charge précoce prévient ou bien retarde une large part de ces complications. La prise en charge est organisée par les filières de maladies rares. Enfin, l'hyperplasie congénitale des surrénales, fréquence 1 pour pas loin de 20 000. C'est une maladie de la surrénale qui est responsable d'une insuffisance surrénalienne, hypoglycémie, déshydratation. Cette insuffisance surrénalienne, elle se manifeste après les premiers jours de vie. En l'absence de diagnostic et donc de traitement approprié, eh bien, le risque est le décès. Et là aussi, le diagnostic et le traitement précoce, c'est des comprimés, va permettre d'éviter le décès d'une part et d'avoir une vie pratiquement normale. Je me suis permis de mettre normal entre guillemets, puisque sur un plan médical, les médecins, on peut considérer que la vie est normale. Les patients, eux, peuvent avoir une opinion un tout petit peu différente sur le caractère normal. Il y a quand même besoin d'un traitement à vie. Et l'hyperplasie congénitale des surrénales, la prise en charge est organisée par les filières des maladies rares. La mucoviscidose, fréquence un petit peu plus que 1 pour 5000, c'est une anomalie d'un canal chlore responsable. Le canal chlore est responsable de l'hydratation du mucus et des sécrétions, en particulier des sécrétions digestives. En présence donc, de cette anomalie moléculaire, eh bien, on aboutit à une insuffisance respiratoire, à des infections respiratoires, à une insuffisance pancréatique, à une insuffisance nutritionnelle, l'ensemble conduisant au décès précoce. Et là aussi, la prise en charge précoce va permettre de prévenir ou de retarder une large part de ces complications. La prise en charge est organisée par les filières des maladies rares. Alors, les enjeux maintenant. Vous voyez, on dépiste 5 maladies. Alors, les enjeux qui nous concernent aujourd'hui et dans un avenir proche, c'est d'une part la réorganisation du dépistage,
puisqu'on est sur un dépistage qui est aujourd'hui toujours fondé sur un système associatif, basé beaucoup sur le volontariat. Et donc, aujourd'hui, ce dépistage est en cours de restructuration pour être intégré à une organisation de la santé et des soins. Et enfin, le deuxième enjeu, eh bien, c'est les nouvelles maladies qu'il est important de pouvoir dépister. L'organisation du dépistage aujourd'hui, c'est celle-ci, donc c'est notre organisation encore, mais elle devrait se terminer dans le courant de l'année prochaine. Vous voyez qu'il y a des associations régionales, ce sont des associations loi 1901, il y a une association nationale qui est la FDPHE qui centralise tous les résultats du dépistage en France, le financeur est la CNAMTS, la tutelle c'est le ministère de la Santé, et enfin tout ce système concourt à un dépistage sur l'ensemble du territoire de l'ensemble des nouveau-nés, sauf qu'effectivement aujourd'hui ce système associatif, même si vous comprenez que historiquement il a permis la mise en place de ce dépistage, eh bien aujourd'hui, il est devenu anachronique. Quand on regarde quand même les textes législatifs qui encadrent le dépistage, on peut constater qu'ils sont récents. Vous voyez que le premier décret, il date de 2008, donc bien après la mise en place du système de dépistage et la création de la FDPHE. Donc, on va dire le cadre législatif et réglementaire, il est beaucoup plus récent. Et pendant longtemps, finalement, les opérateurs associatifs ont travaillé sans cadre réglementaire, enfin régi par la réglementation. Aujourd'hui, le dépistage est en cours de réorganisation sous l'égide donc, de la DGS et du DGS, donc Monsieur Vallet qui conduit ces réunions et qui est présent. C'est sous l'égide de la DGOS et l'objectif est l'insertion dans l'organisation des soins sous responsabilité des ARS. Première étape, la diminution du nombre de centres régionaux de dépistage avec comme objectif 1 par région. Pourquoi 1 par région ? Parce que ça fournit un équilibre qui est raisonnable pour la proximité et le coût. Et derrière le coût, en fait, en centralisant, en augmentant, enfin en réduisant le nombre de laboratoires, on fait des économies de coûts. L'objectif étant de pouvoir étendre le dépistage. Enfin, il faut savoir que les laboratoires de biologie maintenant sont, depuis la réforme de la biologie, soumis à une accréditation, donc à des processus de contrôle qualité qui sont extrêmement précis et auxquels les laboratoires de dépistage sont soumis. Les grands principes de la réorganisation, parce que ce n'est pas l'objet ici de montrer ça en détail, c'est un centre national de coordination du dépistage qui va assurer les missions épidémiologiques, la coordination des centres régionaux, la soutien à la commission de biologie, c'est-à-dire que finalement une fonction qui est aujourd'hui celle de l'association AFDPHE. Et la mise en place de cette réorganisation, donc sous l'égide de la DGS, est confiée à un comité national de pilotage du dépistage néonatal, dont vous voyez ici tous les participants. Je ne vais sans doute pas tous les citer parce que toutes les parties prenantes dans le dépistage font partie du comité national et donc réfléchissent à la réorganisation la plus efficiente possible. Il y a des réunions régulières qui ont été mises en place depuis plusieurs mois avec un objectif, c'est que la réorganisation soit effective pour mars 2018. Voilà à quoi ressemble l'organigramme futur du dépistage à partir d'une diapositive qui a été conçue par la DGS. Je ne vais pas m'étendre dessus, là aussi, c'est une structure, vous voyez, qui est complexe et dont l'objectif est de garantir l'exhaustivité et la performance du dépistage. Et les enjeux, c'est le maintien de l'exhaustivité du dépistage. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis la mise en place. En particulier, vous savez qu'aujourd'hui, les nouveau-nés restent moins longtemps en maternité. Il y a des sorties précoces, là aussi, qui ont été encadrées par la HAS. Il y a des naissances en maison de naissance, il y a des naissances à domicile. Donc, finalement, des situations qui sont aujourd'hui des situations non rares et pour lesquelles le système de dépistage a dû s'adapter. Il y a comme enjeu la modification des algorithmes des dépistages actuels
Par exemple, la mesure de la PAP pour le dépistage de la mucoviscidose, là aussi encadrée par la HAS. Je laisserai Madame Rumeau-Pichon commenter, puisque vous voyez qu'ici la HAS intervient à beaucoup de niveaux. Des discussions sur les seuils de 17 OHP pour les prématurés, pour le dépistage de l'hyperplasie congénitale des surrénales. Le dépistage, c'est toujours des questions de est-ce qu'on va dépister tous les nouveau-nés? Est-ce qu'il ne faut pas trop en rater? Et il faut même en rater le minimum possible. Malgré tout, on n'est sans doute pas en mesure d'attraper, entre guillemets, tous les nouveau-nés atteints. Et donc, on discute des seuils optimaux, des mesures biologiques pour le dépistage. Les seuils de TSH pourraient représenter une discussion future. Il y a des nouvelles questions qui se sont posées derrière le devenir à l'âge adulte maintenant des nouveau-nés qui ont été dépistés depuis la mise en place. Donc il y a les mères avec phénylcétonurie, les mères avec hypothyroïdie posent un certain nombre, ont besoin d'un encadrement médical au moment de leur grossesse justement. Et enfin, derrière les dépistages, on est en mesure dans certaines maladies de dépister des hétérozygotes qui posent des nouvelles questions de prise en charge, de comment faire vis-à-vis finalement de patients qu'on est capable de voir, mais dont l'objectif n'était pas, par la mesure du dépistage, mais dont l'objectif n'était pas initialement par le dépistage de les détecter. Et enfin, je l'ai mis en gras, eh bien, un des très forts enjeux, c'est l'introduction de nouveaux dépistages. Au plan métabolique, le dépistage du MCAD, qui correspond là aussi à une démarche très, très forte des pédiatres métaboliciens et d'un encadrement d'une recommandation par la HAS. D'autres maladies métaboliques, ce sera abordé certainement dans notre table ronde. Et aujourd'hui, il y a une expérimentation de dépistage des déficits immunitaires combinés sévères. Aujourd'hui, même si vous voyez, la France a été quand même, je ne sais pas si on peut dire précurseur, mais en tout cas extrêmement active et très tôt depuis la découverte, les premières découvertes de possibilités de dépister. Et pendant longtemps, elle a pu faire, enfin elle peut faire bien sûr, bien entendu les choses sur le territoire national, sur l'ensemble du territoire, mais aujourd'hui on sait qu'elle a pris du retard. Ce que vous voyez ici, c'est une carte qui provient de l'International Society for Neonatal Screening, ça date de 2011, c'est la carte des dépistages qui sont faits en spectrométrie de masse, donc pour des maladies métaboliques. Et vous voyez qu'il y a des pays, l'Allemagne, etc., l'Autriche, qui dépistent plus de 6 maladies métaboliques. Le seuil a été mis à 6, mais pour certaines, c'est plus de 20 maladies métaboliques grâce à la spectrométrie de masse, alors qu'en France, aujourd'hui, la seule maladie métabolique qui est encore dépistée, c'est la phénylcétonurie, et qu'il y a eu des expérimentations et des études pilotes pour le dépistage d'autres maladies métaboliques, mais qu'aujourd'hui, on ne dépiste pas encore d'autres maladies métaboliques sur l'ensemble du territoire national. Ça ne se voit pas très bien, si vous voyez mieux que moi, en fait. Vous avez, selon les pays en Europe, le nombre de maladies qui sont dépistées par le dépistage néonatal sur le territoire européen. Le maximum, ça doit être 29, et ça date de 2011, donc ça a pu être modifié depuis. Et donc, j'en ai fini avec cette introduction de l'action du dépistage. Merci Rémi Coutan. Vous allez nous rejoindre, mais je voudrais vous poser 2 petites questions avant de vous demander de venir rejoindre nos participants, à qui je vais demander de réagir à chaud, comme ça, sur ce que vous venez de nous dire. Merci d'abord pour ce panorama, mais vous avez dit 29 000, un peu plus de 23 000 patients donc, testés depuis le démarrage de l'opération, 71, ça veut dire 1 sur 830. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de ce qui se fait parce que vous voulez nous présenter un tableau là, qui montre que la France a un peu perdu de son avance, mais qu'en est-il du côté du nombre d'enfants qui sont dépistés? Est-ce que ce chiffre de 1 sur 830, comment se présente-t-il par rapport à ce qui se fait ailleurs? En 2 mots, je vous demande de nous faire un peu de benchmarking international. Alors, il est... en fait, c'est 1 sur 830 sur l'ensemble des nouveau-nés qui ont été soumis au dépistage, donc chez qui on a recueilli des gouttes de sang. Eh bien, plus de 23 000 avaient une maladie détectée par le dépistage néonatal, ce qui représentait au total 1 sur 830. Aujourd'hui, Est-ce que ce chiffre est satisfaisant de votre point de vue, ou faut-il aller ou pas? Dans l'absolu, quand on additionne l'ensemble des chiffres, on peut dire c'est pas mal. On a détecté
un certain nombre de maladies métaboliques rares et on a changé l'avenir de ces enfants-là. Le souci, en fait, c'est qu'il y a d'autres maladies qu'on est en mesure techniquement de dépister, qu'aujourd'hui on ne dépiste pas, qu'on n'a pas dans les statistiques. Très bien. Voilà, qu'on n'a pas dans les statistiques. Alors, deuxième petite question à chaud. Vous avez dit tout à l'heure que le système associatif était devenu anachronique. Je n'ai pas bien compris quel est le sens du terme anachronique. Oui. Expliquez-nous ça. Alors, c'est simplement pour signaler qu'aujourd'hui, toute l'organisation... Il y a quelques-uns de membres du système associatif qui sont dans la salle qui ont dû bondir en vous entendant. Ah oui, mais oui, je le comprends. Il y a, on va dire, les associations loi 1901 ont leur rôle à jouer, simplement, naturellement, simplement dans un système de soins qui doit garantir, et c'est le cas du dépistage, une exhaustivité et une fonctionnalité sur l'ensemble du territoire national, eh bien, il faut être accroché à une structure réglementaire, à une structure de soins réglementaire qui en garantit l'efficience dans le temps. Voilà, qui est d'ailleurs un des principes de dépistage de l'OMS, c'est-à-dire la pérennité dans le temps est un des critères de l'OMS pour le dépistage néonatal. Très bien.